On est très content de vous accueillir pour cette conférence de la chaire Paris, qui est en l'occurrence la conférence de clôture de notre deuxième cycle, puisque la chaire a été fondée en 2015 et on avait eu un premier cycle qui était consacré à essentiellement concentré sur les questions de régulation prudentielle. Là, le cycle que nous achevons était consacré à la question de l'incidence de l'arrivée des données massives sur le métier des assureurs. Et donc on va avoir une séance qui va durer en gros 1h30 avec une présentation de notre part entre 20 et 25 minutes dans laquelle on va essayer de vous raconter ce qu'on a fait, en fait, l'essentiel des questions que nous avons posées et des résultats auxquels nous sommes parvenus. Et ça fonctionnera comme une introduction à la table ronde qui portera plus spécifiquement sur la question des données de santé. Laurence, je te donne la parole. Oui, très bien. Donc, moi je vais essayer de résumer en 10 minutes ce qu'on a fait pendant 5 ans, ce qui n'est pas très facile. Mais bon, c'est l'exercice. Donc voilà, quels sont les enjeux en fait du big data pour l'assurance? Je les ai regroupés en 3 types d'enjeux. Les premiers sont des enjeux historiques. Parce qu'historiquement, en fait, les assureurs n'ont pas toujours eu accès à énormément de données, contrairement aux mythes qui courent et qu'on a rencontrés assez souvent quand on a présenté nos travaux, qui consistent à dire les assureurs, en fait, ils ont toujours eu énormément de données. Donc non, ils n'ont pas toujours eu énormément de données. Et pendant très longtemps, en fait, il a fallu construire ces données, il a fallu créer des agrégats qui sont les agrégats statistiques avec lesquels les assureurs ont l'habitude d'observer les phénomènes. Et le premier élément, l'illustration que j'ai mise là, c'est la première fois en fait que quelqu'un a fait des statistiques. C'est quelqu'un qui s'appelle John Grant, qui en 1662 s'est penché sur les registres de mortalité de Londres. Et donc ces registres sont des listes de gens qui sont morts. Donc il y a des noms, des prénoms, des dates de décès et des causes de décès. Parce qu'en réalité, ce qu'on essayait de faire, c'était de repérer les premières occurrences de la peste pour pouvoir confiner les quartiers en question. Et sa grande idée a été de mettre ça en tableau. Et en mettant ces éléments en tableau, en fait, il a pu se rendre compte qu'il y avait une régularité qui apparaît très bien sur la table. Il y a une proportion constante des causes de décès d'une année à l'autre et d'une paroisse à l'autre. Et donc là, il se dit, en fait, il y a quelque chose derrière tout ça. S'il y a une régularité de ces phénomènes, quand on les regarde d'un peu plus loin que l'individu proprement dit, c'est qu'il doit exister quelque chose qu'on va appeler plus tard la population, qui va devenir un objet de savoir. Et c'est le début du savoir qui va être le savoir statistique. Donc, mais il faut construire ces agrégats et ça n'a jamais été très facile. Et en l'occurrence, il y a aussi des difficultés de calcul. Il a compté manuellement les gens qui étaient morts pour de telle ou telle cause. Et donc calculs qui restent manuels pendant très longtemps. Les Bernoulli, Gauss, qui était un très bon calculateur, faisait tout de façon manuelle, évidemment. Et quand est-ce que ça change? Il y a une bascule qui se fait entre 1880 et 1890 aux États-Unis. Dans la Constitution américaine, il faut faire un recensement tous les 10 ans. Et dans le recensement de 1880, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à le terminer avant 1890. Donc il y a un vrai problème. Et quelqu'un du nom de Holris, qui travaillait à ce moment-là pour le bureau de recensement, a l'idée de cette machine à carte perforée avec laquelle, en fait, on va pouvoir automatiser les processus de comptage. Parce qu'il comptait quand même 100 millions de personnes manuellement. Et pour la petite histoire, en fait, Holris, par la suite, a créé IBM. Et il a créé IBM pour pouvoir proposer la solution qu'il avait créée pour le bureau de recensement aux assureurs. Et on a eu la chance, dans l'un des séminaires, d'accueillir Johan Yates, qui a travaillé sur les archives d'IBM et qui nous a montré comment, en fait, dans le courant du XXe siècle, les développements mécaniques des ordinateurs, donc les premières... c'était des tables à compter encore, et les assureurs, en fait, ils se sont accompagnés l'un l'autre dans le développement technologique qui rendait possible ces calculs. Et donc, vous voyez que par rapport à ça, en fait, les big data, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, parce que ça veut dire qu'on a accès à des données qui sont nativement numériques, donc on n'a plus besoin de les collecter manuellement, on n'a plus besoin de passer par des questionnaires. Et puis, évidemment, les capacités de calcul n'ont rien à voir avec ce qu'on avait encore il y a 20 ans.
Dernier point sur les données, donc ces données nativement numériques, et ce sont des données aussi qui sont beaucoup comportementales, et ça va avoir une incidence pour la suite, donc c'est important de le dire ici. Voilà, donc, et grâce à ces données, en fait, on ne va plus calculer des primes on ne va plus calculer des primes moyennes, on va passer à quelque chose que je vais appeler, dans le reste de cet exposé, des scores individuels ou pas, on va en parler. Donc là, tu peux passer au deuxième point. Et ça nous emmène enfin, au deuxième type d'enjeu. Le deuxième type d'enjeu, ce sont des enjeux conceptuels. Pourquoi? Parce que quand Quetelet, en 1846, sur ce tableau, Quetelet est un statisticien belge qui a généralisé l'usage des statistiques dans toutes sortes de phénomènes humains. Et là, en l'occurrence, donc, il mesure le tour de torse des soldats écossais. Et il se rend compte que les tours de torse sont distribués suivant une courbe en cloche. Or, la courbe en cloche, c'était quelque chose que Gauss avait formulé mathématiquement pour expliquer les écarts de mesure dans la position des étoiles. Et dans la démonstration de Gauss, en fait, l'étoile se trouvait là où il y avait un maximum d'observation. Et tout ce qui était de part et d'autre de ce maximum d'observation, qui est aussi la moyenne, s'annulait. Et donc, on pouvait en déduire que... où était l'étoile. Et par analogie, en fait, Quetelet se dit, en réalité, les écarts par rapport à la moyenne, on peut considérer que c'est de l'erreur. Et si on peut considérer que c'est de l'erreur, ça veut dire qu'on peut travailler avec la moyenne, avec ce qu'il va appeler l'homme moyen, qui est un représentant de la population sur laquelle il travaille. Et au lieu d'avoir à mesurer les tours de torse de tous les individus, on va pouvoir savoir combien de tissus on va avoir besoin en travaillant uniquement sur des moyennes. Et donc c'est comme ça que les assureurs, au XIXe siècle, commencent à travailler en calculant des primes qui vont être des primes moyennes sur des grosses classes d'individus. Maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les scores, c'est plus du tout ça. Et ça, c'est aussi un grand changement. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec des moyennes, on va essayer d'expliquer les écarts par rapport à la moyenne. Alors, les écarts par rapport à... Et donc, c'est là on parle souvent d'individualisation du risque, parce qu'on pourrait calculer des primes qui seraient beaucoup plus ajustées au risque. Et cette individualisation, en fait, d'une certaine façon, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un papier de Pierre sur les scores de crédit aux États-Unis dans les années 1850. Le début des scores de crédit aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très individuel, mais c'est aussi quelque chose de très différent. Pourquoi? Parce que ces scores individuels, les scores de crédit individuels dans les années 1850, c'est quelque chose qui est de l'ordre du narratif. Ce sont des rapports qu'on écrit sur les gens en racontant leur biographie. Et à partir de ça, on induit si on peut ou non leur faire confiance pour leur faire crédit. Aujourd'hui, c'est pas de ça dont on parle. Aujourd'hui, on a énormément de données, on a quelque chose de quantifié, de statistiques, et on attribue en fait une probabilité individuelle d'occurrence d'une défaillance de crédit ou d'occurrence d'accident. Et ça, c'est un autre enjeu conceptuel, c'est un autre bouleversement de ce point de vue, parce que, alors je ne vais pas avoir le temps de développer, mais dans la théorie des probabilités, on n'a pas d'interprétation des probabilités du cas individuel. Le seul endroit où on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est la mécanique quantique, quand on attache une fonction d'onde à une particule. Mais vous voyez bien qu'entre une particule et un individu, on ne peut pas vraiment faire le parallèle. Alors là, pour le coup, je suis en train de faire une enquête et on voit bien avec les gens qui travaillent sur les scores, quand on leur demande d'expliquer comment on peut interpréter ce chiffre, il y a une vraie difficulté à le comprendre. Donc ça, ce sont les enjeux conceptuels. Il y a un papier en ligne là-dessus aussi. Dernier point sont les enjeux politiques et éthiques. Alors les enjeux politiques et éthiques, alors le passage de la moyenne au score, ça modifie la façon dont on mutualise les risques. Alors on peut voir ça positivement en disant, à partir du moment où j'ajuste les primes à l'individu, en fait, c'est bien parce qu'en réalité, comme j'ai tenu compte de son comportement, je lui ai rendu la responsabilité de sa prime, puisque s'il modifie son comportement, il pourra éventuellement réduire sa prime. Donc ça, c'est la façon positive de présenter les choses, mais il y a aussi tout un pan négatif qui est que, d'abord, les primes comme signal, ça ne marche pas vraiment. Les primes comme signal du risque, ça ne marche pas vraiment. Il y a un papier là-dessus en ligne aussi. Et puis, ça défait la solidarité. Pourquoi ça défait la solidarité? D'abord parce que quand on commence à prendre en compte les écarts par rapport à la moyenne, évidemment, on va avoir des primes qui sont beaucoup plus disparates. Et certaines d'entre elles peuvent devenir totalement inabordables. Le deuxième point, c'est que quand on travaillait sur des agrégats, quand on avait accès à très peu de données, finalement, on créait de l'homogénéité entre les personnes qu'on plaçait dans la même classe et qu'on considérait comme étant
égaux d'une certaine manière, égaux par rapport au risque. Quand on a des choses où on essaye de rendre compte de cette différence individuelle, on passe dans un imaginaire, en tout cas, où on met chaque individu à part, où ils sont en interaction les uns avec les autres, mais ils sont tous différents des autres. Donc il n'y a plus de vraie solidarité. Là, pareil, il y a un papier sur les épidémies qui parle de ça. Et puis, alors, cette tension entre responsabilité et solidarité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très prégnant, notamment dans les catastrophes naturelles. Il y a toute une série de papiers là-dessus qui sont en ligne, qui ont été coécrits avec Arthur Charpentier. Donc, je vous renvoie là aussi à ça. Et deuxième point sur la solidarité et sur l'équité, c'est que ça induit un nouveau sens de l'équité. Parce que tant qu'on travaillait sur des moyennes, finalement, la logique consistait à dire, on paye tous à peu près la même chose, les mieux lotis vont contribuer à couvrir les moins bien lotis. Et on est en train de basculer dans une logique qui consiste à dire les bons risques ne doivent pas payer pour les mauvais. Alors là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Et vous trouverez dans les papiers de Julien Carenton qui racontent l'histoire de la tarification que dès les années 60 en France, et pareil, les actuaires américains disaient la même chose, on avait déjà ce motto, les bons risques ne doivent pas payer pour les mauvais. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement en mesure de pratiquer, de mettre en pratique, et en allant jusqu'au bout de cette logique. Alors, même si on est d'accord avec ce basculement de l'équité, il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est les biais qui sont en jeu. Alors ça, c'est pas un bouleversement conceptuel. Conceptuellement, il n'y a pas de vraie nouveauté dans les biais. C'est un peu les mêmes types de biais que les biais statistiques qu'on avait auparavant. Pareil, un papier écrit avec Arthur là-dessus. En revanche, ce qui est nouveau et qui est dangereux, c'est que quand on travaille avec très peu de variables, quand on voulait forcer une mutualisation, il suffisait d'enlever une variable pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, avec les données massives, enlever une variable, ça ne sert pas à grand-chose parce que le modèle va pouvoir apprendre à partir des données qui sont encore disponibles exactement la variable qu'on a essayé d'enlever. Donc protéger les gens en enlevant de variables, ça va pas résoudre le problème. Voilà, donc ça continue, les trois types d'enjeux dont j'ai parlé, ça continue de poser des problèmes aux actuaires qui travaillent beaucoup sur ces questions de discrimination aujourd'hui. Voilà. Alors, le point, évidemment, c'est, on voit dans tout ce que Laurence vient de présenter, à quel point les enjeux des données massives pour les assureurs sont des enjeux qui sont des enjeux potentiellement considérables. La question, c'est quel est l'état des lieux, au fond. Quel est l'état des lieux, où en est-on aujourd'hui? Alors là-dessus, je vais vous présenter maintenant des travaux qui portent essentiellement sur deux grands champs, qui étaient les deux champs qu'on avait identifiés, sur lesquels, a priori, c'était là que c'était censé se passer, c'est-à-dire surtout le champ de l'assurance automobile et le champ de l'assurance santé, sur lesquels ces données massives étaient censées révolutionner en profondeur le métier des assureurs. Et je vais vous présenter des résultats de travaux qui sont soit les nôtres, soit donc ceux de la chaire, soit des travaux de collègues avec lesquels la chaire travaille, qui sont parfois français, parfois belges, parfois finlandais. Il y a une petite communauté de chercheurs en sciences sociales aujourd'hui sur les questions assurantielles. Et ce sont des travaux qu'on a présentés, qui ont été présentés notamment dans le cadre du séminaire mensuel de la chaire. Alors, pour poser la question de l'état des lieux, je crois qu'il faut commencer par opposer, par mettre en regard deux sens communs sur l'innovation. Il y a le sens commun, si je puis dire, le sens commun du sens commun, c'est-à-dire que la représentation un peu commune de l'innovation qui est l'innovation comme récit héroïque, c'est-à-dire qu'on aime bien raconter des histoires d'innovation extraordinaires, souvent incarnées dans un individu plus ou moins sympathique. Bon, là, lui, sa cote est un peu en baisse en ce moment, mais voilà, il y avait beaucoup, c'est toute une rhétorique, la rhétorique de l'innovation, comme voilà, ça va, le monde ne sera plus jamais comme avant, et c'est la voie triomphale vers un renouvellement profond de notre humanité. Bon. Les sciences sociales, qui sont un peu dépressives, oppose à ce sens commun du sens commun un sens commun des sciences sociales qui est plutôt de l'innovation comme malédiction, en fait, comme le truc qui échoue, en fait. Et la plupart des travaux de sciences sociales qui portent sur les innovations, en fait, sont des histoires d'échecs. Et une grande partie des travaux qui sont faits en sciences sociales consistent à dire, en fait, ça aurait pu être extraordinaire, ça aurait pu transformer quelque chose vraiment en profondeur, mais en fait, ça n'a pas marché. Et de ce point de vue-là, les travaux de la chaire
sachant qu'on est au tout début de ce moment révolutionnaire, hein, donc c'est pas du tout une conclusion. Ce qu'on présente ici, c'est un point d'étape. Les travaux de Lescher là-dessus sont assez classiques, parce qu'en fait, on montre que la révolution, elle n'a pas encore complètement eu lieu, quoi. Et ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très classique pour des chercheurs en sciences sociales, c'est-à-dire c'est expliquer finalement pourquoi, pour l'instant, voilà, il y a encore beaucoup de travail avant de véritablement totalement transformer le métier. Alors, la première chose le premier élément qu'on a mis en évidence, c'est que ces transformations-là dont parlait Laurence, elles ont été finalement beaucoup plus travaillées sur le mode de l'expérimentation que sur le mode, disons, de la révolution copernicienne qui transformerait tout comme ça en l'espace de quelques années. Alors, ça a été le cas d'abord parce que, très classiquement, et là aussi c'est très classique, il y a des obstacles en fait. Il y a beaucoup de résistance quand vous voulez faire changer quelque chose, y compris avec une irruption technologique spectaculaire. Il y a quand même beaucoup d'inertie qui fait que ça change en général pas forcément toujours du jour au lendemain. J'en évoque ici simplement quelques-uns. On se heurte d'abord à des savoirs constitués qui sont extrêmement robustes. C'est ce qu'ont montré Laurence et Arthur dans un papier sur l'utilisation des données en matière de recherche actuarielle sur les données comportementales sur la voiture. Ce que vous montrez, c'est que finalement, ça bouleverse pas complètement l'usage, on n'est pas sur du machine learning, on est toujours sur des modèles qui sont des modèles linéaires relativement classiques, on ajoute des variables et ces variables ne changent pas fondamentalement l'efficacité de modèles qui sont des modèles anciens et qui sont extrêmement robustes et qui marchent très bien. Donc voilà, c'est peut-être un game changer, mais enfin, pour l'instant, ça change pas énormément de choses. Bon. Y a les inerties organisationnelles. C'est-à-dire que si vous voulez commencer justement à faire une tarification beaucoup plus fine, individualisée, il faut changer tous les systèmes d'information à l'intérieur des assurances. Et ça, c'est pas évident. Il y a une inertie qui est considérable de ce point de vue-là. Et puis, il y a un point qui nous a frappé, mais là aussi, c'est assez raccord avec des travaux qui se font ailleurs, c'est que l'un des points qu'on avait anticipé, c'était un enjeu sur... il va y avoir une très forte réticence au changement de la part des assurés. Les gens ne vont pas vouloir partager leurs données, ils vont être très réticents à ça. Et sur les enquêtes qu'on a pu faire, on arrive à un résultat qui est a priori assez stable quand même, c'est que la question de la résistance au partage des données, elle est en fait un peu plus subtile que juste non, on veut pas. Il y a notamment, ça dépend des situations et en gros, quand on demande pas trop explicitement, etc., quand tout ça reste implicite, en fait, les gens ne posent pas trop de questions, ils acceptent. C'est quand vraiment on leur pose très explicitement les questions que là, en général, ils commencent à résister. Et ce qu'on a montré dans un autre travail sur l'assurance automobile, c'est que ce qui était anticipé comme étant un point de résistance considérable, en fait, c'était pas là que ça s'était joué au fond. C'était pas sur la résistance des clients. Donc il y a évidemment des obstacles à l'adoption, c'est certain, mais il y a aussi, de manière très claire, une logique qui est une logique expérimentale qui est mise en place par les entreprises et qui disent en fait, on va voir, on va pas chercher à casser le marché. On va pas, oublier l'ancien monde pour passer délibérément au nouveau. On va chercher à tester le marché, beaucoup plus qu'à le casser. Et on va tester le marché pour voir où ça coince dans la chaîne de valeur. Quand on prend des sous-traitants pour récupérer des données, à quoi il faut être attentif. On va tester les produits. On va voir les produits qui, effectivement, sont susceptibles de fonctionner ou de ne pas fonctionner. On va tester leur potentiel, auprès de quel public c'est susceptible de fonctionner. On va tester leurs limites également, y compris des limites qui sont parfois des limites techniques et logistiques très triviales. Ce qui rend possible cette logique expérimentale, c'est qu'elle est partagée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a montré, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui bougent, mais qui bougent à peu près en même temps, qui savent qu'ils bougent à peu près en même temps, qui testent, qui savent que les autres testent à peu près les mêmes choses, et qui voient que chez eux ça marche pas trop, et qui voient que chez les autres ça marche pas non plus très bien. Bon. Et donc il y a une espèce de mouvement collectif comme ça, qui pour un sociologue qui aime bien les trucs collectifs, est assez sympa, parce qu'il y a une histoire qui est partagée finalement, et l'histoire qu'on raconte sur la voiture, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est des assureurs qui se mettent en ordre de marche à peu près au même moment,
qui testent des choses dans le détail, évidemment très différentes, mais dans les principes généraux, pas fondamentalement contrastés, et puis qui vont arriver à peu près au même moment à la conclusion que c'est peut-être pas encore mûr, mais qui au passage, et ça c'est très très important, ont récupéré toute une série d'informations sur là où c'était susceptible de bloquer. Alors l'autre grande limite, je dirais le grand frein, si je puis dire, qui vient freiner en l'occurrence les innovations, c'est pas toujours le cas, hein, mais ici au fond c'est la loi. Alors ça c'était un truc qu'on avait beaucoup dans les discussions quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était de nous dire de temps en temps on voyait arriver, donc il y avait comme ça toute une réflexion très très profonde et très construite sur les enjeux d'une révolution potentielle, etc. Et puis de temps en temps il y avait on disait oui mais il y a quand même un éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce c'est le régulateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. On n'est pas dans un monde où l'État est absent et où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. Et donc, on avait des discours qui oscillaient un peu entre deux positions. Une position genre tout est permis et ça va être la transformation absolue de tout. Et puis d'autres anticipations qui étaient ben en fait il va y avoir des interdictions pures et simples de trucs très très durs. Bon. Alors ce qu'on a pu voir, c'est que là, toujours en travaillant surtout sur la voiture et la santé, c'est qu'en fait on était dans quelque chose qui était pas du 0 ou du 1. C'est-à-dire que on n'est pas dans un schéma où la loi interdit le développement de certains produits, point en fait. C'est en fait plus subtil. Il y a des situations où la régulation peut brider le marché. Par exemple, dans le cas de la voiture, quand les écarts de prix sur le marché de la voiture sur le marché de l'assurance auto sont limités, en fait, on ne peut pas avoir des écarts de 1 à 10 ou de 1 à 30, du coup, quand vous dites à ceux qui conduisent bien, on va vous donner un cashback, on va vous rembourser une partie de votre prime, en fait, ce que vous pouvez rembourser, à la fin du compte, c'est pas forcément considérable, parce que tout simplement, les écarts de prix sont très très limités. Alors que sur d'autres marchés, notamment le marché italien, où les écarts de prix sont plus ouverts, dans ces cas-là, le marché se développe beaucoup, beaucoup plus. Et donc on voit que la loi n'est pas sur une logique uniquement de 0 ou 1, on ouvre, on ferme, on autorise, on interdit, mais il y a une régulation assez subtile, mais qui pèse très très fortement sur le potentiel de développement du marché. Il y a d'autres situations qui sont des situations où on peut dire, voilà, éventuellement la loi peut fermer le marché. Alors là, je voudrais dire un mot qui servira d'introduction à la table ronde sur le fait que quand on regarde ce qui se passe sur les données de santé, à partir des travaux notamment qu'a fait Chloé, qui va intervenir dans une minute, on voit qu'il y a énormément de variations et que la lecture en termes d'ouverture-fermeture est une lecture qui est au fond assez inadaptée parce que c'est en fait plus subtil, plus compliqué, plus contourné, plus baroque que ça. Bon, ça varie dans le temps. Chloé a reconstitué l'histoire de la régulation des données de santé sur 25 ans, 30 ans, et ce que tu montres, Chloé, c'est que, en fait, ça varie dans le temps, mais que c'est pas très simple de qualifier le sens de la flèche. C'est pas très simple de dire, en fait, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre ou ça se referme, etc. Non, c'est un mouvement qui est assez difficile à lire et à qualifier. C'est un mouvement qui est d'autant plus difficile à lire et à qualifier que les règles n'ont pas du tout été les mêmes selon qu'on parlait des données de l'hôpital ou qu'on parlait des données de la médecine libérale. Et que pendant très longtemps, ça a été deux systèmes de règles et deux logiques assez différentes. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est que ça varie au sein d'une même période, puisque depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans, il y a une sorte de schizophrénie, avec d'un côté une proclamation d'une ouverture nécessaire des données pour pouvoir dynamiser le potentiel de croissance qui leur est attaché, et en même temps l'existence de nombreux dispositifs de fermeture, en fait. Bon. Et puis ça varie enfin, et ça varie beaucoup en fonction des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas tous le même accès, en fait, aux données. Alors, on pourra dire, oui, les chercheurs, ils y ont droit, puisque évidemment, tout le monde le sait, les chercheurs sont désintéressés, ce qui est mon cas. Voilà, donc c'est très bien. Et puis les industriels, c'est pas bien, donc on va leur interdire. Mais c'est pas ça, en fait, l'histoire. L'histoire, c'est qu'en fait, on voit que y a des chercheurs qui
certains chercheurs ont accès, d'autres c'est plus compliqué, que certains industriels ont accès, et pour d'autres c'est plus compliqué. Et que là encore, on n'est pas dans une logique juste de 0 ou 1, ouverture-fermeture. Voilà ce qu'on voulait essayer de vous dire en quelques mots sur les travaux que nous avons faits. Pour continuer sur cette thématique des données de santé, je vais demander à Chloé et aux membres de la table ronde qui ont accepté de se joindre à nous, et que Chloé va maintenant vous présenter, de monter à la tribune, et on leur cède la place.